Donc moi, je travaille à l'hôpital Henri Mondor de Créteil depuis pas mal d'années et je vous remercie beaucoup pour l'honneur que vous me faites de pouvoir intervenir à cette journée fantastique et très suivie ici comme ailleurs. Donc voilà, pour commencer, vous le savez, hein, la drépanocytose est une maladie complexe pour de nombreuses raisons médicales, mais aussi car elle a des effets psychologiques. Premièrement, elle impose au malade de vivre depuis les tout premiers mois de sa vie sous la menace de la douleur qui peut surgir à tout instant. Et puis le temps passant, notre malade va devoir faire avec les dégâts sur sa santé et les nombreuses entraves fonctionnelles qui apparaîtront seront autant d'étapes vers une perte progressive de l'autonomie qui va créer un fort sentiment d'impuissance, de frustration, de dévalorisation de l'image de soi et donc de dépression. Ainsi, ce malade va devoir se construire et adapter sa vie aux effets produits et aux risques induits par la drépanocytose. Il va devoir aussi se soumettre à des soins, parfois compliqués à gérer, avec la culpabilité de coûter cher à sa famille, surtout lorsqu'il vit en Afrique. Alors, outre la douleur, l'anémie chronique va créer aussi une fatigabilité importante, souvent mal comprise par l'entourage, et notamment l'entourage professionnel. Il arrivera souvent qu'on le prenne pour un fainéant. En tous les cas, je vous propose d'examiner 3 aspects très importants qui caractérisent le vécu de nos patients. Et pour commencer, évidemment, nous allons parler de la douleur. Alors, la douleur, c'est vraiment un phénomène complexe qui intrigue 4 composantes. La composante sensoridiscriminative, c'est-à-dire ce que je sens, la composante émotionnelle, ce que je ressens, la composante cognitive, ce que je pense de ce que je ressens, et la composante comportementale, comment je vais réagir et ce que je vais faire face à cette douleur. S'ajouteront à cela des phénomènes conscients et inconscients, mais je n'aurai pas le temps là de pouvoir les développer plus largement. Alors cette douleur, elle est la principale caractéristique de la drépanocytose et la plus redoutée des patients. Les crises de douleur sont souvent brutales, imprévisibles et leur intensité peut s'avérer hors du commun. Elles constituent un risque traumatique majeur et il n'est pas rare d'ailleurs de voir apparaître des syndromes de stress post-traumatique après des crises particulièrement fortes, notamment lorsqu'elles ont nécessité des séjours en réanimation. Alors, douleurs aiguës et douleurs chroniques vont rythmer l'existence du malade, parce qu'en plus de ces douleurs aiguës des crises, au fil du temps, des délabrements osseux ou encore des ulcères, par exemple, vont provoquer des douleurs chroniques. Et ce vécu douloureux au long cours sera au risque, là encore, d'induire des syndromes dépressifs profonds qu'il sera important de repérer et de prendre en charge. Alors, il est évident qu'on doit croire son patient lorsqu'il dit qu'il a mal, mais ce n'est pas si simple et voilà pourquoi ce n'est pas si simple. Parce qu'en premier lieu, ici, la douleur ne s'appuie sur rien de réel. Il n'y a pas d'os cassé, il n'y a pas de plaie qui saigne. Et puis, parfois, les stratégies de diversion utilisées par les patients pour gérer leur douleur peuvent être confondues avec une absence de douleur. Par exemple, jouer au téléphone, discuter tranquillement avec l'entourage quand on est hospitalisé. Et puis, la douleur étant source d'une très forte angoisse chez nos patients, elle peut aussi être surévaluée par lui, par crainte de ne pas être entendu, de ne pas être cru et de ne pas être soigné comme il faut. Beaucoup de patients ont tendance à donner des chiffres beaucoup plus importants en apparence de ce qu'ils semblent souffrir. En tous les cas, c'est vrai que beaucoup de nos patients racontent qu'on les a parfois pas crus, pas entendus comme il faudrait et ça les marquera à vie. En tout cas, pour nos patients en crise, plus la douleur est forte, plus elle est grave et donc plus ils ont peur. Or, il existe une intrication effectivement très importante entre cette peur et la dimension dans le corps, c'est-à-dire la douleur. Dans cette clinique, l'ensemble des émotions, mais surtout le stress et l'angoisse, se trouvent régulièrement incriminés dans le déclenchement des crises. Une émotion, donc une petite peur, quelque chose qui arrive, une contrariété par exemple, va déclencher une petite douleur. Cette petite douleur va effectivement créer du stress. Le patient aura peur que la douleur augmente. Et plus il aura peur que la douleur augmente, plus elle va augmenter. Et donc ça va comme ça tourner. Le stress va déclencher de la douleur va gérer du stress. Et effectivement, ça va monter en puissance. C'est pour ça qu'il est extrêmement important de prendre en charge aussi ce stress. Mais d'où vient-il ce stress? Ok, il y a la douleur dans le corps, mais il y a surtout vraiment une potentialité pathologique liée au discours empreint de sentences catastrophiques que nos patients ont entendues. Nombreux sont les malades qui ont été stigmatisés et même rejetés par la société dans laquelle ils ont grandi.
On connaît les enfants sorciers, par exemple, dans certains pays, alors que ce sont des enfants drépanocytaires qui souffrent. Et puis, d'autres ont été rejetés par leur famille, car les soins, par exemple, peuvent coûter cher, ruiner clairement les familles. Ils ont été aussi nombreux, très nombreux, ceux que j'entends en tous les cas ici en France, à avoir entendu qu'ils allaient mourir précocement, à 15 ans, à 20 ans. Et du coup, à chaque crise, ils se demandent si elle va être la dernière, s'ils vont pouvoir échapper à la mort qui rôde. Ainsi, beaucoup n'ont jamais construit leur vie. C'est vrai, à quoi bon faire des efforts à l'école puisqu'on n'aura pas longue vie, par exemple. Et puis, pour pouvoir survivre, ils ont plus tard, du coup, recours à des petits boulots, souvent inadaptés à leur santé ou au statut de travailleurs handicapés ou aux aides sociales lorsqu'ils sont en Europe. A contrario, on le sait, lorsque les parents ont pu offrir un environnement étayant et qu'ils ont ouvert un avenir à leurs enfants, ceux-ci abordent non seulement le monde du travail avec un bagage suffisant, mais peuvent aussi se projeter dans une normalité existentielle qui inclut le pouvoir aussi de pouvoir donc fonder sa famille. Voilà, j'ai mis quelques paroles entendues. Un drépano ne dépasse pas 18 ans. Au pays, on prenait tout le temps en photo parce que j'allais mourir. Ma grand-mère m'a toujours appelé Akufalobi, celui qui va mourir demain. En tous les cas, en guise de conclusion, je dirais que la prise en charge d'un malade de la drépanocytose doit tenir compte de la dimension somatique, mais aussi psychologique et sociale, car l'insécurité que génère la précarité sociale et économique est source d'une grande angoisse pour ces patients, et donc elle est susceptible en retour de les stresser et donc de dégrader la santé. Il est primordial aussi de changer de regard sur ces patients, de ne plus les voir comme des personnes sans avenir, pour qu'ils puissent en retour donc envisager leur vie et la construire. Voilà. Je donne la parole à mon collègue Mame Ndongo Pouye pour la suite de cette présentation. Voilà. Merci beaucoup, Marie, pour cette belle présentation. Pour compléter, en fait, je vais mettre l'accent sur la prise en charge psychologique donc, des enfants drépanocytaires. Et là, je vais mettre un accent particulier sur le vécu des mamans et voir un peu quel est l'impact de ce vécu justement sur la prise en charge de ces enfants-là. Parce qu'en fait, on verra que, en fait, au niveau du Sénégal, dans le contexte sénégalais, donc les mamans en fait, jouent un rôle essentiel dans l'accompagnement de leurs enfants. Et on verra qu'il y aura beaucoup de facteurs bloquants qui vont venir un peu mettre, disons, hypothéquer justement cette posture-là. Mais avant d'y arriver, en fait, en parlant un peu des spécificités de la cible enfant, oui, c'est bon, Marie. Donc, on sait qu'en fait, les enfants, c'est des cibles qui sont très vulnérables. Et maintenant, leur épanouissement, de même que leur état de santé, vont dépendre grandement en fait, de leurs parents. En fait, la responsabilité doit revenir en fait, aux deux parents de veiller ensemble justement à la sécurité et surtout au bon développement, autant affectif, cognitif et social de leurs enfants. Parce qu'en fait, on sait que les parents occupent en fait des positions centrales. C'est les référents, c'est les répondants, mais surtout, c'est les accompagnants. Ils sont chargés justement de garantir la stabilité familiale. Comme on le sait, jusqu'à un certain âge, hein, par exemple, l'enfant qui est considéré comme un être qui est encore immature, donc la prise en charge repose sur un pilier qui est essentiel. C'est, disons, les parents-là. Et ces derniers, justement, à travers les interventions qu'ils posent, les soins au domicile, le suivi médical, le soutien psycho-affectif, vont participer un peu effectivement à l'amélioration justement du vécu de leur enfant drépanocytaire. Maintenant, il y a une condition maintenant qu'on pose. Il faudrait maintenant que ces parents-là, surtout les mamans, soient dans les dispositions nécessaires pour pouvoir assurer au mieux cette fonction. Et on verra dans la suite, comme je l'ai dit tantôt, qu'il y a un vécu, disons, des mamans, donc qui fait que souvent cet accompagnement-là, disons, est souvent mis à rude épreuve. Parce que, comme on le sait donc, les parents sont considérés donc comme sous, disons, disons des miroirs, en ce sens que leur impact, en ce sens disons que leur vécu positif ou négatif de la drépanocytose donc va forcément impacter sur le vécu de leurs enfants. Malheureusement, pour notre contexte africain, on relève en fait beaucoup de facteurs bloquants qui viennent un peu donc favoriser un vécu négatif chez les mamans d'enfants. On peut d'abord citer l'absence donc des parents. Je pense que ça, c'est un constat qu'on fait. La charge est en fait dévolue au seul moment. Donc, ça veut dire que les mamans portent quand même un lourd fardeau par rapport un peu à l'occupation liée un peu à leurs enfants malades. Il y a aussi la stigmatisation des mamans qui sont encore perçues comme seules responsables de la transmission, malgré le caractère évité de la maladie. On sait qu'en fait, la transmission concerne les deux parents, mais souvent, c'est la maman qui est pointée du doigt, malheureusement. Et les conséquences aussi, c'est qu'on appelle, il y a ce qu'on appelle le divorce, il y a souvent aussi l'abandon par le conjoint, et surtout, souvent aussi, il y a ce qu'on appelle
de remariage par rapport un peu au contexte polygamique, donc qui va venir complexifier justement le vécu de ces moments-là. Il y a aussi la fuite de responsabilité paternelle, ça aussi on le voit dans nos contextes africains, en fait le papa puis ses responsabilités, donc ne s'occupe plus donc de son enfant. Et malheureusement, la belle famille qui était censée soutenir justement la maman, donc va se ranger du côté donc, du mari, et ça va encore accentuer la solitude justement de ces moments-là. Il y a aussi toujours la persistance, disons, de fausses informations par rapport à la précocité du décès des enfants. Ça aussi, c'est un élément qui est là, parce que ça revient souvent dans les consultations, les moments qui posent justement cette problématique-là. Hein? Donc, il faut dire effectivement que ces situations difficilement vécues par ces moments, qui sont blâmées justement par la communauté et aux prises avec une grande détresse psychologique, qui sera exacerbée justement par les charges, comme je l'ai dit tantôt, économiques, émotionnelles, qui seront trop lourdes à supporter par elles-mêmes. Il y a la culpabilité, il y a le désespoir par rapport donc à l'avenir de nos enfants, mais surtout, il y a la baisse de la résilience et autre volonté de faire face. Parce qu'on sait que en cas de maladie chronique, il est important que ces mamans puissent s'impliquer dans l'accompagnement de leurs enfants-là. Tout cela maintenant va venir maintenant remettre en cause cet élément-là. Donc cette posture négative peut effectivement à terme impliquer la prise en charge correcte et le suivi médical donc, de leurs enfants. En fait, c'est justement pour vous dire combien l'impact du vécu, positif comme négatif des mamans, reste un élément déterminant de la posture adoptée par celle-ci. Par exemple, si le vécu est négatif, il faudrait s'attendre à ce que la maman ait une posture négative. C'est-à-dire, cette maman-là va se laisser submerger par les difficultés, elle va s'avouer vaincue, elle va démissionner de ses responsabilités d'accompagnateur. Maintenant, par contre, si le vécu est positif, là, on fera face à ce qu'on appelle une posture positive. Et ça, nous, personnellement, c'est ce qu'on souhaite, que la maman soit résiliente, qu'elle puisse faire face aux événements, qu'elle puisse se battre et surtout qu'elle puisse assumer ses responsabilités de maman, qui est en fait le pilier principal de la prise en charge. C'est vous dire, effectivement, notre souhait, c'est que la maman puisse être adoptée, puis avoir un vécu positif et puisse avoir une posture positive. D'où l'importance donc des stratégies d'accompagnement qui permettront justement de renforcer justement ces moments-là. Donc, face à ce vécu difficile, il est important donc de mettre en place un accompagnement. Donc, nous, pour notre part, c'est le volet psychologique. On va mettre en place une psychothérapie de soutien à travers ce qu'on appelle des groupes de parole, des entretiens donc, en individuel, pour favoriser l'expression des vécus et autres ressentis négatifs. C'est important donc de permettre au moment de verbaliser, de les soutenir quand ils sont en détresse, qu'elles puissent un peu aussi déculpabiliser, parce que c'est vrai qu'elles peuvent tenter de se sentir coupables, mais surtout d'améliorer leur vécu émotionnel et la confiance, et disons leur confiance. Et surtout, il est important de renforcer l'union du couple conjugal comme parental. Quand je parle de couple conjugal, c'est en fait le statut de parent. Donc, il est important que déjà que ces unions-là soient renforcées avant un peu le couple parental puisse un peu jouer son rôle. Mais surtout, il est important justement de renforcer la résilience justement, disons, de ces parents-là, de ces mamans, pardon, pour les amener justement à faire face à leurs responsabilités. Comme je l'ai dit tantôt, il y a beaucoup de facteurs. On sait que la maman occupe une place centrale dans l'accompagnement des enfants. Mais comme je l'ai dit tantôt, il y a un ensemble de vécus, de facteurs bloquants, qui font que souvent cette maman peine justement à jouer ce rôle-là. D'où l'importance, comme je l'ai dit tantôt, de mettre en place justement cet accompagnement-là, qui puisse justement donc leur permettre de pouvoir jouer ce rôle d'accompagnateur. Donc, malheureusement, comme je l'ai dit, dans notre contexte africain, il y a tous ces éléments, il y a tous ces blocages-là qui sont là et qu'on essaie un peu de pallier à travers l'accompagnement psychologique.